tous, bienvenue au 8e épisode de la web-série Les Générateurs en Nouvelle-Aquitaine. Cette web-série permet d'animer et de proposer différentes thématiques pour agrémenter la mission Les Générateurs sur le territoire. Cette mission Les Générateurs est financée par l'ADEME Nouvelle-Aquitaine et la région Nouvelle-Aquitaine et porté par le consortium CRER, ALEC 33 et Sirena. L'objectif de cette mission est évidemment d'apporter un conseil neutre et indépendant sur le développement des ENR électriques en Nouvelle-Aquitaine auprès des collectivités, élus et chargés de mission. Euh, voilà. Alors aujourd'hui, nous allons traiter, au travers de ce 8e épisode, la thématique du co-développement. Alors, comment dialoguer avec un développeur et on pourra, à travers 3 interventions, avoir une partie un peu théorique présentée par Caroline Ligorio de Sirena, et ensuite 2 interventions, celle de Monsieur Sylvain Fagot, le maire d'Andilly-les-Marais, et de Bertrand Cardinal, qui est le président de la COPEC. Donc, ils vont pouvoir nous présenter un petit peu leur projet après l'intervention de Caroline. Bon, déjà, comme Vincent l'a dit, les buts aujourd'hui, c'est de vous préciser de comment on peut mener un projet en co-développement, en considérant déjà qu'est-ce que ça veut dire co-développer un projet, qu'est-ce qu'il faut considérer quand on co-développe un projet, et dans la pratique, en gros, comment on mène un projet en co-développement. Donc, c'est pour ça aussi qu'après, on aura les retours d'expérience aussi, pour montrer concrètement comment ça s'est développé. Déjà, quand on parle de co-développement, on parle de projets d'énergie renouvelable qui ont de grosses envergures. Donc, c'est pour cela qu'on va parler aussi de plusieurs acteurs impliqués, mais aussi plus des risques, que ça soit économique ou technique. L'idée, quand on réfléchit au développement aussi, ça permet aux collectivités surtout d'œuvrer à des projets de plus grosse ampleur qui, toutes seules, elles auraient plus du mal à mener. Et c'est pour cela qu'en fait, on va chercher des compétences complémentaires et des acteurs qui ont des expertises complémentaires aussi pour mener ces types de projets. Euh, donc, en fait, déjà, au départ, quand on parle de projets de plus grosse envergure, il faut déjà se poser la question si effectivement ces types de projets, il est inséré dans la politique énergétique locale. Donc, déjà, c'est à la collectivité de se questionner s'il y a du sens de mener ces types de projets ou si on préfère plutôt des petits projets. Si effectivement c'est des projets de plus grosse ampleur, déjà, quelle est la filière sur laquelle on veut investir? La superficie où on va les installer, les potentiels qu'on a et aussi déjà penser surtout avec qui on veut développer. Donc les co-développements aussi, c'est surtout la question de avec qui on veut travailler pour mener ces projets et en gardant toujours en tête quel type de bénéfices on va apporter au territoire dans ces types de projets. Cela, donc, comme je disais, permet d'investir dans de projets qu'aujourd'hui, on avait moins accès en tant que collectivité, mais aussi en tant que citoyen. C'est pour ça aussi qu'on verra l'exemple. Donc, c'est des partenariats qui permettent de voir de montages différentes des projets et différents acteurs. Donc, quand on parle de différents acteurs, on parle aussi des acteurs, que ce soit des acteurs publics, mais aussi institutionnels, les citoyens, comme on verra aujourd'hui. Donc, c'est une des parties. En fait, on va pouvoir jouer sur les partenariats et avec qui on veut travailler. Donc, l'idée étant d'identifier les expertises et les partenaires qui vont avec ces expertises pour que finalement on puisse avoir une société de projet qui regroupe de compétences qui vont chacune aller mobiliser des acteurs du territoire différemment. Donc, à la fois, quand on parle de maîtrise, d'expertise, on parle du côté technique, mais aussi juridique et également économique, mais aussi tout ce qui est sensibilisation territoriale et mobilisation citoyenne. Pour avancer, donc quand on parle de différents acteurs, on parle aussi d'acteurs qui viennent d'univers complètement différents. Et donc, c'est pour cela qu'il est important de, dès le départ, mettre les acteurs autour de la table
pour qu'on puisse identifier quelles sont les attentes de chacun, mais aussi les stratégies et les intérêts. Donc finalement, chacun va venir, mais en ayant des intérêts divers et variés, d'où l'intérêt dès le départ que ça soit clair pour tout le monde pourquoi chacun est prêt à participer au projet. Donc au début, cela va demander, comme c'est bien précisé, du temps, mais aussi de la pédagogie. Quand on parle du temps, c'est parce qu'aussi ces échanges tournent beaucoup autour de la transparence. C'est des projets qui demandent beaucoup de transparence de tous les acteurs. C'est pour ça aussi que dès les départs, les acteurs doivent être d'accord sur les principes de partager des informations et de mettre à niveau tous les participants du projet. Parce que finalement, on va être tous d'accord sur la hauteur de la participation de chacun et qui va mettre quoi dans ce type de projet, pour qu'à la fin, on puisse trouver un contour de projet qui convient à tout le monde et qu'on arrive à une stratégie commune et convergente, même si les intérêts peuvent être différents. Donc, en termes d'investissement de temps, ça demande plus de temps parce que finalement, on doit atteindre des discours de plus longue durée, donc conversations qui vont demander quand même de la simplicité du discours, mais de la pédagogie, comme je disais, parce que finalement, chacun a son expertise, a son domaine de maîtrise, et à la fois, on va discuter avec des acteurs qui viennent pas de ce même univers. Et les buts, c'est que finalement, tout le monde puisse bien comprendre comment ça va se passer, les déroulés du projet. Donc, c'est pour ça que finalement, chaque acteur a aussi le rôle de faire monter en compétence les partenaires du projet pour que finalement, ça soit tout le monde accordé au même niveau et que ce soit un fil rouge qui peut être compris par tous les acteurs. Cela veut dire aussi, ça s'applique aussi au niveau territorial parce que finalement, ces discours va sensibiliser les habitants, les associations, les partenaires locaux, d'où l'intérêt à la fois aussi, c'est une plus-value qu'on va voir tout à l'heure, qui est apportée aussi par le côté citoyen du projet. J'essaie d'être transparent et pédagogique, même sur les territoires où les projets vont être impliqués. Tous ces accords vont être finalement faire partie d'un contrat contractuel. Donc finalement, lors de la fin de ces échanges, une fois qu'on aurait identifié qui participe, quelle est la compétence de chacun, on est sécurisé, si on peut dire comme ça, via des contrats qui vont être signés. Donc c'est un pacte d'associés qui va être signé à la fin pour que finalement on puisse garantir juridiquement la structure qui a monté et quelles sont les participations de chacun. Donc, il y a quand même des clés des réussites pour qu'on puisse arriver à un projet qui va finalement voir les jours et qui va répondre à certains besoins. Donc, comme je disais, c'est surtout la vision claire de la place de chacun. Donc, on va déterminer les rôles, mais aussi la reconnaissance de la prise des risques de chacun. La prise des risques, c'est aussi des prises des risques financières, surtout qu'on verra plus tard, qui est associée au partage de la valeur qu'elle crée. Donc, plus tôt on rentre dans les projets, plus des risques on assume, mais aussi ça nous apporte plus tard plus des dividendes vu qu'on a assumé plus des risques dès les départs. Et ensuite, comme je disais, en fait, c'est un résumé de tout ce que je venais de dire au début. La réussite, elle est aussi associée à la reconnaissance de cette répartition, mais aussi de la communication et de la répartition de cette valeur qui va être créée et générée tout au long de la vie du projet. Comme je disais, quand on parle de projets citoyens, donc on va parler de projets qui sont co-développés avec des sociétés citoyennes qui sont créées ou qui vont être créées pour ces projets. Donc ça peut aller dans les deux sens. Donc la collectivité, elle peut être à l'initiative de vouloir créer cette démarche citoyenne ou si elle est déjà existante sur les territoires, de la mettre en valeur sur ce type de projet et s'en servir de la compétence qui sont déjà aujourd'hui existantes. Donc, les citoyens, quand ils sont inclus, sont partie prenante, s'ajoutent d'autres plus-values qui vont en fait venir booster plus la réussite du projet. Donc, c'est d'assurer que finalement, on aura encore d'autres bénéfices qui vont être apportés. Comme je disais, donc tout ce qui est apporté par la participation citoyenne, ça va être associé déjà d'un côté à qu'on ait une dynamique locale, donc qu'on cherche à
à potentialiser tous les retombées économiques locales qui sont associées aussi au fait que il y a toute une priorisation par des prestations locales. Donc finalement, les services, que ce soit à la fois de maintenance, mais d'autres prestations aussi, vont être faites au niveau local, et plus local possible. En fait, c'est déjà ça. Pour que finalement, cet argent aussi puisse dynamiser l'économie locale. Donc, c'est de l'argent qui va être investi et réinvesti localement. Donc, finalement, on fait en sorte que cet argent reste sur notre territoire et qu'il ne va pas ailleurs, d'une façon à ramener plus de retombées économiques locales, ce qui est déjà prouvé par des études aussi au niveau national. Il représente aussi plus des forces vives, parce que finalement, on parle de personnes qui vont engager bénévolement ou quand c'est possible via les salariats sur les projets en amenant toutes des compétences aussi, que ce soit techniques à la fois, mais aussi de concertation et de sensibilisation locale. Ce qui va permettre aussi, dès les débuts, de créer de l'identification avec les projets et les acteurs locaux. Cela va jouer surtout sur l'acceptabilité du projet, ce qui peut faire gagner du temps dans le développement du projet et éviter des malcompréhensions aussi de ce qui est proposé via les projets énergie renouvelable. Donc cela, comme je le disais, passe par des sensibilisations, que ce soit au niveau des habitants, mais des associations et des entreprises locales. Et en plus de tout ça, on parle surtout des gouvernances quand on parle de projets citoyens. Donc, ces citoyens, ils vont chercher toujours d'être majoritaires à la gouvernance, de façon à ce que la voix citoyenne soit prise en compte dans les décisions. Et que finalement, donc, le but, c'est d'être à l'unanimité pour que finalement, les décisions prises vont soit celles que les collectifs citoyens et les citoyens, les territoires et les communes veulent comme projet. Donc cela peut partir, ça peut concerner de choix techniques, ça soit la taille du projet, ça soit les impacts territoriaux, ça peut être les partenaires qui vont être choisis. Tous ces types de décisions sont aussi établis dès les départs pour dire qui décidait quoi et que finalement la gouvernance, elle puisse être laissée aux citoyens finalement. On aura plus d'exemples plus tard aussi. Est-ce que là, ça défile? Oui. Ok, trop bien. Donc, en termes de rôle, comme je disais, il y a plusieurs partenaires qui peuvent être engagés dans ces types de projets. On a recensé certains. Déjà, on commence par les collectivités qui peuvent être déjà les points d'ancrage avec les territoires et qui peuvent aussi être maîtres d'ouvrage sur la concertation. Donc, c'est des projets qui finalement demandent beaucoup de contact avec les territoires et prendre en considération aussi les avis et les envies également. Et dans certains cas aussi, c'est la collectivité qui va être propriétaire du foncier public, qui va mettre à disposition pour que finalement les projets puissent voir les jours. J'insiste encore une fois sur les côtés citoyens, parce que finalement, les projets citoyens qui sont co-développés, on aura donc la capacité de faire intervenir des citoyens qui vont pouvoir intervenir, être légitimes sur la partie technique, mais qui vont jouer surtout sur la partie gouvernance et animation, donc territorial et mobilisation. Après, sur la partie surtout technique, mais pas que, donc les développeurs privés qui peuvent venir accompagner toute la vie du projet, vu que finalement, les quarts de métier, ils sont surtout très... ils maîtrisent toute la phase de vie de projet, surtout sur la partie technique. Et en plus, après, on peut faire une analyse du territoire pour identifier d'autres opérateurs, comme des opérateurs publics comme les sociétés d'énergie mixte ou d'autres structures de l'économie sociale et solidaire qui ont des compétences en interne. Et là, c'est surtout identifier les moyens, que ce soit à la fois humains, mais aussi financiers pour ces structures, de pouvoir venir intervenir, que ce soit sur les côtés finances, économiques, finance, investissement, que ce soit technique, mais aussi d'animation locale. Donc, cela, ça va être très varié selon les territoires, parce qu'il y a des structures qui peuvent même venir financer des projets, d'autres vont être sur la technique. Tout ça, c'est identifié et à discuter avec les acteurs. Donc, finalement, on s'approche de la fin bientôt de cette partie introductive, juste pour dire que toutes ces articulations, elles se font au sein d'une société de projet qui est montée. Donc, comme je disais au début, ces accords, ils sont contractualisés. Et finalement, on a besoin d'une structure qui, elle va porter la parole au nom de tous ces acteurs qui vont être regroupés au nom de cette société.
Donc, on a tendance à entendre parler de société de projet ou l'acronyme SPV, qui finalement, c'est la structure qui porte la voix du projet, qui va finalement aussi signer tous les contrats, que ce soit les contrats avec les fournisseurs d'énergie, donc les consommateurs, que ce soit avec les assureurs, celle qui aussi fait la demande du prêt bancaire, et auprès de prestataires. Donc, c'est les structures qui va porter tous ces contrats tout au long de la vie du projet. Donc, c'est au sein de cette structure qu'on regroupe tous les accords, contrats et autorisations. Et pour finir, on vient sur l'idée que j'ai introduite au début, sur l'idée de valeur qui est créée tout au long du projet. Comme je disais, la valeur, elle est créée aussi autour de l'investissement et de la prise des risques. Comme je disais, si on arrive à la phase des développements, c'est la phase où on a plus de risques encore. Et les acteurs qui arrivent à ces moments-là, ils vont avoir plus de valeur qui va être créée. Donc, ils vont la récupérer plus tard dans la phase d'exploitation et des constructions. Et juste pour préciser, donc là, la valeur créée, elle varie aussi selon la filière déjà. Donc, on peut bien voir tout ce qui est solaire, c'est en jaune. Après, éolien en bleu et méthanisation en rouge. Donc, cette valeur, elle est associée d'un côté tout ce qui est investissement. Donc, quand on parle d'investissement, on parle aussi donc tout ce qui est dépenses, que ce soit en termes d'études, des constructions, d'installations. On parle de l'exploitation et du financement. Et après aussi tout ce qui est apport, que ce soit des actionnaires aussi plus tard qui vont venir dans l'investissement du projet. Donc, les acteurs qui font partie de cette société de projet, ils se répartissent cette valeur plus tard en fonction du risque qu'ils ont porté. Et ces risques, donc, il est identifié dès le départ dans les accords qui sont signés et selon l'envie, la capacité de chaque acteur. Cela peut aussi évoluer dans la durée. On peut avoir certains premiers acteurs au départ et ces risques, cette répartition de valeur va être aussi réadaptée plus tard une fois qu'on aura des nouveaux acteurs qui vont venir dans l'investissement du projet. Et donc, pour continuer, pour comprendre donc concrètement comment ça se passe en projet co-développé et dans la pratique, quels sont les retours d'expérience. Donc, je vais passer la parole à Monsieur Fagot, qui est maire de la commune d'Andy-les-Marais, pour nous préciser, donc nous expliquer comment ces projets ont été développés. C'est les premiers projets citoyens éoliens de la Nouvelle-Aquitaine. Et Monsieur Fagot, je vous passe la parole. Bonjour à toutes et tous. Alors déjà, je vais me présenter en quelques mots. Donc, je suis Sylvain Fagot, je suis maire de la commune d'Andy-les-Marais, donc qui est au nord de la Charente-Maritime. Et donc, je suis maire depuis 2014 et élu depuis 2008. Je suis également vice-président de la communauté de communes Onix Atlantique en charge du développement économique et de l'emploi. Donc ce projet qui a été mené par différents acteurs que je vais vous présenter dans mon propos, en fait ce projet il a débuté au début de mon précédent mandat, donc en 2014, puisque très rapidement au début du mandat, on a été sollicité par des développeurs éoliens qui voulaient s'implanter sur notre territoire. Et puis, on était nouvellement élus avec l'équipe municipale. On avait évidemment des projets à porter, à défendre. Et puis, l'éolien n'était pas notre priorité à ce moment-là. Donc, on a un peu repoussé les développeurs en leur disant qu'on n'était pas potentiellement intéressés pour le moment et qu'on verra ça éventuellement plus tard. Très rapidement, on s'est aperçu que certains développeurs avaient signé des promesses de baux avec des propriétaires un peu dans notre dos. Donc là, ça fait un petit peu tilt au niveau des élus et on s'est dit qu'on était en train de perdre la main là, sur notre territoire et puis que, comme pour la plupart des projets, on préfère les mener que les subir. Donc très rapidement avec l'équipe municipale, on a décidé qu'on ne voulait pas subir un projet éolien sur notre territoire, mais qu'on voulait plutôt le conduire.
Donc, on a décidé à ce moment-là de lancer un appel à manifestation d'intérêt. Donc, là, on est entre 2016-2017 où on fait un cahier des charges pour lancer un appel à manifestation d'intérêt pour choisir un développeur qui correspondrait à la philosophie que l'on s'était fixé sur l'éolien. Et une des principales valeurs qu'on souhaitait défendre, c'était évidemment la transparence du projet vis-à-vis des citoyens. Et c'était aussi qu'il y ait vraiment un développement qui se fasse avec la population, avec les citoyens du territoire. Donc, 2017, on lance cet appel manifestation d'intérêt. On reçoit en mairie, suite au cahier des charges envoyé, on reçoit en mairie 6 développeurs éoliens qui viennent nous présenter leur projet. Et puis, très rapidement, compte tenu des résultats, on décide de choisir Valorem. Donc Valorem est retenu et à ce moment-là, on prend une délibération en 2018 pour que Valorem porte le projet que l'on s'était fixé sur notre territoire. On est un peu novice sur l'éolien et donc on décide aussi de se faire assister par l'association À nous l'énergie et Renouvelable 17 pour nous faire monter en compétences, tout simplement pour nous accompagner sur quelque chose que l'on ne maîtrisait pas à ce moment-là. Donc pour une assistance vraiment sur le développement éolien, sur le développement citoyen aussi. Et donc l'association travaille à nos côtés pour porter un petit peu ce projet. Très vite, À nous l'énergie nous dit que et on a une oreille très attentive, nous dit que plus on serait de fous, plus mieux on serait dans cette aventure, et que dans cette montée en compétences, il serait intéressant que des acteurs tels Terra Énergie, donc le fonds d'investissement de la région Nouvelle-Aquitaine, ou la communauté de communes Aunis-Atlantique, qui est un territoire TEPOS, nous accompagnent dans le portage de ce beau projet éolien. Donc, en 2020, il y a la création de la société de projet, donc Parc éolien d'Andilly-les-Marais. Je vais un petit peu vite, évidemment, parce que tout le montage de ce projet, il se fait aussi très clairement avec l'accompagnement de la population, avec des ateliers, on a appelé à ce moment-là des ateliers habitants, où on fait en fait travailler les habitants sur le parc, sur l'emplacement préférentiel des éoliennes par exemple, sur le nombre qu'on voudrait sur notre territoire. Voilà, donc il y a tout un travail qui est fait en amont. Vous parliez dans votre avant-propos tout à l'heure de la communication. Nous, très tôt, on a décidé de communiquer à la population via les différents outils qui étaient à notre disposition, aussi bien le magazine municipal que la page Facebook, que le site internet, etc., pour jouer évidemment toute la transparence sur un projet aussi important que celui-ci. Voilà. À suivre, un pacte d'associés est signé entre les 5 acteurs qui portent ce projet de développement du parc éolien d'Andilly. Et puis se met en place évidemment un copil pendant tout le développement de ce parc. Et puis on a décidé aussi très en amont dans cette volonté en fait de partager l'information du développement de ce parc éolien, de créer un comité de suivi. Ce comité de suivi, en fait, il s'est composé évidemment des 5 acteurs, mais tous les maires des communes voisines étaient invités au comité de suivi. Les différentes associations de protection de l'environnement, la LPO, etc., étaient invitées au comité de suivi. Dire que
Les services de l'État étaient invités au comité de suivi, ce qui était aussi une très bonne chose. Ça pouvait leur permettre aussi d'appréhender vraiment en amont, j'allais dire, le développement d'un tel projet pour faciliter l'instruction du permis. Donc voilà, c'est vraiment tout un travail qui a été réalisé en amont. Et je n'oublierai pas quand même là-dedans quelque chose qui a été aussi important à une étape, c'est la mutualisation foncière. On avait dans ce qu'on appelle la ZIP, la zone d'implantation préférentielle du parc éolien, on avait décidé de pas que l'emplacement de l'éolienne n'allait pas rémunérer simplement un propriétaire et un exploitant, mais qu'on voulait justement dans le côté vertueux un peu de ce projet, essayer qu'il y ait vraiment un partage, j'allais dire, des bénéfices sur l'ensemble des propriétaires exploitants de la zone d'implantation préférentielle. Donc, on a réuni en mairie les différents protagonistes, tous les propriétaires exploitants, pour justement leur faire, leur partager ce regard qu'on avait sur cette mutualisation foncière. Et puis, à l'unanimité, ils ont tous décidé de partager un peu les fruits de ce parc et pas, j'allais dire, pour certains, de tirer la couverture à eux ou de capitaliser simplement sur l'emplacement d'une machine. Voilà. Et puis après, suite du projet, on est passé dans les différentes commissions. On a eu l'enquête évidemment publique, l'enquête publique. On est passé en CD-NPS. On est passé avec à chaque fois des avis favorables pour dire qu'on est dans un département qui n'est pourtant pas propice au développement éolien, puisque la Charente-Maritime a toujours été un petit peu contre les projets éoliens, mais celui-ci, en tout cas, sur la première commission du préfet réunie à La Rochelle, où était présent le vice-président du département de la Charente-Maritime, ce projet avait reçu un avis favorable de toutes les parties. Voilà. Donc, c'est plutôt un projet qui s'est plutôt bien déroulé dans toute sa phase, évidemment, de développement. Dire aussi qu'on n'a pas eu de recours sur ce projet. Il y a eu un temps une association qui s'était créée sur la commune qui regroupait entre 20 et 25 personnes, qui avaient essayé de mobiliser mais qui n'avaient absolument pas mobilisé. Leur principal argument est celui qu'on retrouve sur tous les projets éoliens, c'est la dépréciation foncière. Qui n'a pas été suivi en acte puisque l'association s'est dissoute au moment évidemment de l'instruction du permis et donc aucun recours sur le projet. La levée de fonds, alors je ne vais pas trop rentrer dans les détails de la création de la COPEC parce que je pense que Bertrand Cardinal reviendra là-dessus et je vais lui laisser la parole vraiment sous le volet citoyen et ce travail qu'a réalisé la coopérative pour lever les fonds et faire participer les citoyens directement dans ce projet, ni je ne reviendrai pas non plus sur la gouvernance du parc, etc., puisque je pense que Bertrand va en parler. Moi, c'était simplement pour vous présenter un petit peu l'évolution de ce projet. Un projet qui s'est concrétisé cette année, puisque en début d'année, les 3 machines de chez Vestas ont été levées et elles sont en exploitation actuellement. Donc, une installation et un chantier qui s'est passé très rapidement, très vite, avec un rendu de productif très intéressant. Alors, je crois que j'avais mis quelques slides de photos du chantier. Alors, vous dire que évidemment, c'est un projet un petit peu hors norme, puisque c'est les premières éoliennes de chez Vestas qui font 200 mètres de haut en bout de pale. Ce sont les plus hautes éoliennes de France. Ce qui a conduit évidemment à aussi créer quelque chose d'assez extraordinaire, c'est le convoyage de ces pales qui font quand même 80 mètres de long. Et je crois que c'est la première fois que ces pales ont été accompagnées par la population au niveau des différents ronds-points, avec une population et de membres notamment
de la COPEC, hein, des citoyens qui sont venus à des heures très tardives applaudir le convoi de ces éoliennes. Voilà, c'était quelque chose d'un peu unique parce que du côté de chez Vestas ou du côté des convoyeurs qui réalisent ce convoi un peu unique de machines de ce gabarit-là, ils n'avaient jamais rencontré de situation où ils étaient applaudis le long du parcours. Ils avaient plutôt l'habitude qu'on leur lance des pierres. Donc, c'était plutôt quelque chose d'assez unique aussi à vivre. Et puis voilà, il n'y a pas de révolution chez nous, tout se passe bien. Les personnes à l'accueil à la mairie n'ont pas vu de gens venir hurler ou vociférer. Donc, comme quoi, quand on travaille avec les gens, quand on fait un travail vraiment participatif, quand on travaille collectivement, eh ben, il y a des choses qui se passent bien, qui se passent positivement. Et puis, bon, c'est vraiment un beau projet. Hein, finalement, on est tous très très fiers de ces éoliennes. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop long. Ben non, je vous remercie. Et je me permets donc de donner la suite à Bertrand Cardinal, qui va nous parler de la COPEC. Bertrand, je peux te présenter plus en détail. Oui. C'est à toi la parole. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Bien, bonjour Bertrand, bonjour à toutes et à tous, Bertrand Cardinal. Donc je suis l'heureux président bénévole de la COPEC, coopérative de production d'énergie citoyenne en Ulysse-Atlantique. Donc une société citoyenne de production d'énergie renouvelable qui a été créée en mai 2022. Si tu peux passer la suivante. Oui. Voilà. Donc, avec le statut de SIC, SIC SAS, à capital variable, donc société coopérative d'intérêt collectif et société par action simplifiée. Avec un capital aujourd'hui qui atteint 94 000 euros. Initialement, on était à la création, donc il y a un peu plus de 2 ans, 115 sociétaires. On est à présent 375. Donc, on a eu un beau développement là en un peu plus de 2 ans. Et parmi les sociétaires, on retrouve ça c'est des phénomènes importants qui permettent justement là aussi une bonne cohésion avec le territoire. Une communauté de communes, la communauté de communes Ulysse-Atlantique, et 10 communes parmi les 20 communes qui composent la communauté de communes Ulysse-Atlantique. On a également 4 associations et 5 sociétés privées, parmi lesquelles on retrouve Enercop Nouvelle-Aquitaine, Énergie Partagée, voilà, enfin des acteurs de ce type-là, et 355 citoyens, avec la particularité d'accueillir également 60 mineurs, puisque notre coopérative permet aux mineurs d'être également sociétaires. On a un aspect donc transgénérationnel assez marqué, puisque le plus jeune de nos sociétaires a 16 mois aujourd'hui et le plus âgé maintenant 93 ans. Donc, on est pratiquement sur 4 générations et on part du principe que les gens qui sont aujourd'hui aux commandes de cette coopérative, eh bien, ils passeront la main un jour ou l'autre, ça c'est sûr, et donc il faut que la relève soit assurée. Voilà. Alors, on opère, je l'ai pas dit, oui, sur le territoire communautaire Ulysse-Atlantique. Alors, Sylvain en a parlé un petit peu tout à l'heure. C'est le territoire Ulysse-Atlantique, donc c'est la pointe nord du département de la Charente-Maritime, qui est frontalière au nord, donc avec la Vendée, les Deux-Sèvres, et au sud avec la communauté d'agglo de La Rochelle. On a un caractère également multi-énergie, puisque, bon, on en a parlé, ça va être le cœur du sujet, donc on a à notre actif ce projet éolien à Andilly-les-Marais, mais on a également 2 autres projets de parcs photovoltaïques actuellement en co-développement avec Enercop Nouvelle-Aquitaine sur des terrains dégradés, d'anciennes carrières d'argile, à Maran, au lieu dit les Grands Écluseaux, et à Andilly-les-Marais, au lieu dit les Moulins de la Brie. Donc le parc éolien, donc Sylvain en a parlé aussi un petit peu tout à l'heure. Je vais quand même vous donner quelques caractéristiques techniques rapidement. Le but n'est pas évidemment de vous décrire la technique de ce parc. Ce sont des éoliennes, il y en a au nombre de 3. Elles font en bout de pale 200 mètres de haut et la nacelle à une hauteur de 120 mètres.
La puissance unitaire est de 5,6 MW. Donc, on a au total une puissance de 16,8 mégas et on va produire à peu près entre 45 et 50 gigawattheures par an d'électricité, ce qui correspond à la consommation annuelle de 10 600 foyers, chauffage et eau chaude inclus. Concernant le coût de l'opération, le montant des travaux incluant le développement, il s'élève donc à 33,9 millions d'euros et nous avons fait appel à enfin, quand je dis nous, c'est la société de projet, bien évidemment, hein, Parc éolien d'Andilly-les-Marais, qu'on appelle avec l'acronyme PEAM. On a fait appel à un emprunt bancaire donc de 30 millions d'euros. Alors, la particularité de ce projet, c'est qu'au niveau de la SPV, donc la SPV qui représente, qui a un capital social de 1 000 euros, donc on retrouve 3 acteurs, Valorem, qui est majoritaire avec 51% des parts sociales, la COPEC avec 31% et Terra Énergie, donc le fonds d'investissement régional qui soutient les développements des énergies renouvelables, avec 18%. Alors, en revanche, au niveau de la gouvernance, on détient 3 voix. La COPEC détient 3 voix sur les 5 au comité de pilotage. Et donc, on a la majorité à la gouvernance et on a le pouvoir de décision. Alors, pourquoi on a 3 voix? Parce qu'initialement, les 3 acteurs dont a parlé tout à l'heure Sylvain, c'est-à-dire la commune d'Andilly, la communauté de communes et à nous, l'énergie, étaient dans la société de projet et possédaient chacun une voix. Et donc, il était prévu dès le début, dès le montage du projet, dans le pacte d'associés, que ces 3 acteurs allaient s'effacer au profit d'une société citoyenne qui serait créée à l'occasion. Et donc, nous, on a récupéré les trois parts, les 3 voix, et ce qui nous donne la majorité à la gouvernance. Et il faut également savoir un point important, c'est que toutes les décisions importantes d'assemblée générale de cette SPV, en fait, ont été transférées au niveau du COPIL. Ce qui fait que c'est réellement le COPIL qui décide. Et ce qui fait que c'est particulièrement pertinent d'avoir la gouvernance au comité de pilotage. Oui. Alors, d'autres points ça a été un petit peu évoqué déjà tout à l'heure par Sylvain, donc je vais passer vite. D'autres points font effectivement que ce projet est citoyen. Il a fait l'objet d'un financement citoyen pour financer donc la part de fonds propres qu'il a fallu apporter donc sur ce projet. Hein, on a vu qu'il y avait 33,9 millions d'euros au total et que l'emprunt bancaire représentait 30 millions. Donc la société de projet a dû apporter sur ses fonds propres 3,9 millions d'euros et chacun des 3 actionnaires donc en fonction à hauteur du capital détenu. Donc pour la COPEC, il fallait qu'on apporte 1,2 million d'euros. Donc on a lancé pour ça une levée de fonds. Cette levée de fonds, en fait, on a proposé à nos sociétaires des comptes courants d'associés. Le compte courant d'associés, c'est en fait une avance que fait le sociétaire à sa coopérative sous forme d'un prêt rémunéré. Et on a proposé 3 types de prêts en fonction des durées, 6 ans, 12 ans et 20 ans, rémunérés à 3, 4 et 5%. Et donc, au total, on a, sur les 355 citoyens sociétaires dont je vous parlais tout à l'heure, on a 183 sociétaires qui ont souscrit des comptes courants d'associés, c'est-à-dire qui ont apporté une partie de leur épargne pour le financement du parc à hauteur de 785 000 euros au total. Et donc, le reliquat a été apporté par Énergie Partagée Investissement sous forme, là aussi, d'un compte courant d'associés à court terme que l'on rembourse en priorité actuellement, toujours d'ailleurs. Donc, si vous souhaitez participer au financement du parc, il n'est pas trop tard. On le rembourse en priorité parce qu'on veut que le financement soit le plus collectif et local possible, en fait. Et on a également bénéficié, dans le cadre du financement, d'une prime à la participation citoyenne de la région Nouvelle-Aquitaine, qui se traduit par 1 euro de la région apporté pour 1 euro souscrit par un citoyen sociétaire de la Nouvelle-Aquitaine. Et on a réussi comme ça à obtenir 45 000 euros.
En ce qui concerne les retombées sur le territoire d'accueil, eh bien là aussi elles sont particulièrement importantes et satisfaisantes parce qu'elles sont immédiates. On a pu créer dès le mois de janvier de cette année notre premier emploi sur le territoire. On a recruté un coordinateur pour la coopérative et ça on n'aurait jamais pu le faire sans avoir ce parc éolien. Et également on s'est engagé, la COPEC s'est engagée sur 25 ans dans des travaux d'économie d'énergie sur le territoire au Nice Atlantique et des actions de lutte contre la précarité énergétique. Donc, on va consacrer un budget annuel de 62 000 euros par an sur 25 ans pour ces actions et qui toucheront aussi bien des collectivités que des citoyens. La seule condition, c'est d'être sociétaire de notre coopérative. En ce qui concerne la mutualisation des loyers, Sylvain l'a évoqué, donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Le comité de suivi, ça a été effectivement quelque chose d'important et ce comité de suivi, il perdure actuellement et il perdurera pendant toute la durée d'exploitation du parc. On a tenu le 7e comité de suivi, c'était au mois de mars. Il se réunit à peu près tous les 6 à 12 mois et il continuera donc pendant toute l'exploitation. Les ateliers d'habitants, ils ont été évoqués également par Sylvain. Bon, ça a été, moi, c'est une phase que j'ai pas vécue puisque je suis arrivé en 2022 avec la COPEC un petit peu après. Ces ateliers avaient déjà eu lieu. Et la transparence, je peux en témoigner effectivement. Je crois que depuis que je suis à la présidence de la COPEC, dans tous les bulletins municipaux de la commune d'Andilly, bien, on a rédigé un article présentant le parc. Et ça continue toujours, et également dans le bulletin de la communauté de communes. Et le site internet spécifique qui a été dédié au projet, qui a été créé pendant la phase de développement, il est particulièrement innovant et intéressant parce que on a mis en ligne tous les documents d'études qui habituellement ne sont pas à la disposition du public. Voilà, donc c'est quelque chose qui vraiment qu'on a à cœur, là, une transparence totale sur ce projet. Voilà ce que je peux dire, moi, présenter rapidement. Alors après, je crois que le thème de notre webinaire tourne un petit peu aussi au niveau des relations qu'on peut entretenir avec le développeur. Moi, je dirais en ce qui concerne Valorem, on a affaire à un développeur un peu particulier, dans le sens où c'est un développeur qui est d'abord ouvert au modèle citoyen, qui en plus a le statut d'entreprise à mission depuis décembre 2021, qui possède également en son sein un fonds de dotation qui s'appelle What for Change, qui accompagne les publics en situation de précarité énergétique. Donc, on n'a pas affaire aux développeurs lambda habituels, quoi. On n'est pas en phase de requin de la finance. Bon, c'est une société qui évidemment doit faire des résultats, ne serait-ce que pour faire vivre et rémunérer ses salariés, mais on n'est pas face à une société vraiment qui a les dents qui rayent le parquet, quoi. C'est important de le préciser, je pense. Et on peut préciser, Bertrand, on a eu quelques tensions. Pardon, Sylvain? Ouais, on peut préciser que ça reste quand même aussi une entreprise de Nouvelle-Aquitaine. Tout à fait, oui. Son siège est basé à Bègles et c'est un opérateur indépendant en plus, complètement. Oui. On a eu quand même quelques petites tensions, je tiens à le préciser, mais enfin c'était minime avec Valorem, mais c'était plus là au moment de l'emballement médiatique qu'a connu le projet, c'est-à-dire à la fin de l'année 2023 et début 2024. Parce que Valorem était surpris de voir que la communication leur échappait complètement. Et ça, c'était pas qu'on souhaitait les mettre de côté, mais en fait, nous, étant donné qu'on était sur place, on était contactés directement par les médias qui prenaient rendez-vous avec nous et Valorem n'était pas disponible, évidemment, pas toujours disponible pour participer à ces interviews. Et ce qui fait que ils ont eu l'impression parfois d'être un peu exclus. Et en plus, ce qui était terrible, c'est que, moi, j'ai eu l'occasion de m'en entretenir avec les journalistes, c'est que quand je disais aux journalistes, écoutez, il faut absolument qu'on évoque quand même dans l'interview Valorem, Terra Énergie, les autres acteurs de cette société de projet, ils me disaient, mais ça va pas intéresser
ça va pas intéresser les téléspectateurs. Et puis sur 2 minutes, si on passe 20 secondes à parler de ça, bah, c'est pas possible. Voilà, donc bon, enfin bref, c'était des petits incidents, mais qui ont mis un petit peu de piment dans l'affaire. Je veux insister également aussi sur un rôle intéressant que joue et qu'a joué Terra Energy, parce que Terra Energy a été un petit peu en fait le conciliateur, le médiateur entre justement entre Valorem et la COPEC, parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs, comme j'ai dit tout à l'heure. On n'a pas, Valorem a quand même un objectif de rentabilité. Nous, on a un objectif de redistribution sur le territoire et bah, parfois on a du mal effectivement à faire coïncider ces deux objectifs. Et là, je tire mon chapeau à Terra Energy qui souvent intervient et arrive à faire en sorte que ben, on trouve un terrain d'entente. Voilà. Bah, merci J'en ai Bertrand. terminé. C'est très intéressant. Pour qu'on considère aussi des questions qu'on a reçues, je voulais juste voir aussi si tu as pu déjà identifier au moins une question qu'on n'a pas pu répondre lors du déroulé et qui a été posée en amont. J'arrête mon partage aussi pour que je revienne sur les questions. Déjà, il y a eu 2 questions qui sont posées dans le chat, donc je vais peut-être commencer par là. J'ai une question de David Billy qui demande combien de sociétaires la COPEC sont de la commune d'Andilly et de la communauté de communes d'Aunis-Atlantique, enfin la répartition en fait des sociétaires. Oui, ok. Eh ben là, sur les 355 citoyens sociétaires, la commune d'Andilly représente 16% de ces 355. Alors, il faudrait faire le calcul. Je sais, bon, c'est pas compliqué. Oui. Et la communauté de communes, au total, la communauté de communes, c'est 29%. Le gros de la troupe, je dirais, est fourni par la communauté d'agglo de La Rochelle, ce qui est normal, c'est un pôle de 175 000 habitants, alors que la communauté de communes, on est sur 30 000 habitants, quoi. Donc, D'accord. et au total, le département, c'est 71% des sociétaires. Parfait. bien. Vas-y. je te laisse. Ensuite, j'ai Monsieur Chastagnol qui demande où on peut trouver les documents de développement du projet, en particulier sur la constitution de la société de projet. Ah. Je sais pas, tu veux répondre, Sylvain? Je te passe la patate chaude. Bah, alors, je crois que les documents qui lient en fait les différentes entités sur la société des projets sont des documents entre guillemets confidentiels. Hein. Oui, mais alors je Voilà. ferai une parenthèse parce que Jean-Pierre Chastagnol est sociétaire Ouais. de la COPEC. Donc en tant que sociétaire, il y a accès effectivement, Voilà. mais en Et, respectant là aussi une confidentialité. Mais Jean-Pierre, tu pourras y avoir accès. voilà, sont des contrats commerciaux, hein, donc ils sont évidemment soumis à un certain secret. Voilà. Je prends 30 secondes la parole. Effectivement, je voulais pas avoir des documents secrets. C'est simplement sur certains documents généraux, enfin, qui peuvent être intéressants pour d'autres sociétés citoyennes, parce que je suis aussi membre de la Fabrique à Watt en Oui. Charente, et on a des problèmes de développement qui vont nous amener sans doute à faire ce que vous avez fait, peut-être pas à la même hauteur, et donc c'est pour ça que je posais cette question. Quoi, voilà. Il n'est pas question d'aller Oui. voir vos documents privés. Quoi. Et comme tout à l'heure, Bertrand parlait qu'il y avait un certain nombre de choses qui étaient en ligne, c'est pour ça que je posais cette question. Alors ça, c'est pas en ligne, mais je te dis, en tant que sociétaire de la coopérative, tu as accès à ces documents sous certaines clauses de confidentialité. Bien sûr. Merci beaucoup. Je prends une question qui a été posée, qu'on avait recensée, qui c'est on a plusieurs communes qui travaillent sur 2 chartes de développement des ENR qui sont en cours. Et la question, c'est comment inciter les développeurs à venir rencontrer la collectivité au plus en amont du projet et tout au long de la démarche. Alors, moi, je pense qu'il faut vraiment se réapproprier les énergies renouvelables, mais comme pour l'ensemble des différents sujets, il faut se les réapproprier. Et des fois, est-ce que c'est vraiment intéressant d'attendre que certains développeurs viennent? Moi, j'ai presque la démarche inverse, c'est-à-dire que
comme pour un artisan que je vais avoir besoin pour mes bâtiments, je vais aller chercher un artisan sur une certaine type de profession parce que je connais un peu son travail qu'il peut réaliser, etc. Donc c'est peut-être plus intéressant d'avoir la démarche inverse, hein, c'est-à-dire se dire je vais consulter tel ou tel développeur, puis je vais voir s'il correspond à la charte que je me suis fixée dès le départ. Voilà. Parce que les développeurs, nous, on a rencontré ce que j'appelle moi des cow-boys du développement éolien, hein, des gens qui vous promettent monts et merveilles à partir du moment où vous vous taisez, vous vous dites rien et vous restez dans votre coin. Et ça, il y en a quand même encore, quelques-uns. Donc voilà, je pense qu'il faut plutôt essayer d'aller chercher, essayer d'aller mettre vraiment un cahier des charges auprès de ce sont des entreprises, hein. Moi, je pense que l'avenir demain, c'est que des territoires arrivent à se réapproprier la globalité du développement d'un projet éolien. C'est-à-dire que le développeur, il est juste là pour quasiment à la fin pour construire, installer l'éolienne, mais même plus pour faire tout le travail en amont de développement. Puisqu'au final, le développement, ce sont des bureaux d'études, hein, des bureaux d'études qui sont pour la plupart extérieurs aux entreprises éoliennes et qui sont pris pour faire l'étude environnementale, l'étude technique et tout ça. Tout ça, ça peut se faire par des bureaux d'études extérieurs. Mais parce que c'est des sujets mal maîtrisés par les collectivités, parce que c'est des sujets qui drainent énormément d'argent, il ne faut pas se leurrer, hein, il y a beaucoup, 3 éoliennes à Andilly, c'est 30 millions d'euros. Parfois, ça peut faire peur à certaines collectivités. Mais demain, peut-être que l'avenir, c'est la réappropriation totale de l'éolien sur les territoires. Monsieur Fago, pour vous aussi, il y avait une question de rôle des élus et des agents. Qui fait quoi? Des élus et des agents? Oui. On se fait la répartition. Non, moi je pense que c'est avant tout le rôle des élus. Je pars du principe que d'une manière générale pour tous les projets, les agents sont là pour appliquer la politique des élus et ils ne sont pas là pour faire la politique pour les élus, voilà. Très clairement, plus les techniciens dans les collectivités, que ce soit dans les EPCI ou dans les communes, n'ont pas cette maîtrise en fait du développement éolien parce que c'est tellement particulier qu'ils n'ont pas forcément cette appétence et cette connaissance. Et nous, par exemple, avec la communauté de communes, sur ce projet-là, on s'est fait assister par un cabinet d'avocats parisien qui est spécialisé sur l'éolien et qui nous ont apporté justement pour sécuriser tous les contrats qu'on a pu signer à toutes les phases avec Valorem. On a eu cette assistance par un cabinet d'avocats spécialisé parce que ça dépasse aussi, je veux dire, le stade des compétences des techniciens. Autant ils ont été très 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 utiles dans toute la phase de communication parce que voilà, ils peuvent apporter une expérience technique et stratégique parfois sur la communication. Après, je veux dire, quand il faut aller défendre des sujets comme ceux-là hein, devant la population, il ne faut pas se cacher derrière des techniciens. Hein. C'est aux élus d'aller sur le front et d'y aller. Donc, et les citoyens écoutent plus les élus que les techniciens. Merci. Je crois qu'on doit bientôt clôturer. Ou est-ce qu'on prend encore des questions? On peut encore prendre des questions. Moi, puis je vois qu'il y a quelqu'un qui lève la main surtout. Alors, je regarde qui a levé la main. Madame, bonjour. Voilà, c'est ça. Brune Fichet, bonjour. Je travaille sur la communauté de communes du Haut-Poitou. Merci pour cette visio, c'est vraiment très intéressant de voir que c'est faisable, ce type de projet. Moi, j'avais une question sur les ateliers habitants dont vous avez parlé. Je voulais savoir comment ils s'étaient composés, si c'était des habitants de la commune, de la Comcom, comment les habitants ont été choisis, et puis jusqu'où ils ont été impliqués, quelles ont été les thématiques. Enfin voilà, je voulais savoir un petit peu vraiment leur rôle concrètement de ces ateliers. Alors les ateliers habitants, ils étaient ouverts à tous, à tout le monde.
Je dirais qu'à 95%, les gens qui étaient présents lors de ces ateliers habitants étaient des gens de la commune. Voilà. C'est eux qui se sont sentis le plus concernés lors de la phase de développement que les personnes qui étaient, j'allais dire, sur d'autres communes voisines. Donc voilà, après, ce sont des ateliers qu'on a fait, on s'est fait aider pour ça, par des gens qui ont, j'allais dire, un peu l'expertise de mener ce type de travail collectif avec la population, avec des petits ateliers par table et tout. C'était tout un travail qui a été fait par des gens spécialisés, qui a permis de faire. C'était pas un débat public, c'était vraiment travailler collectivement sur ce qu'était développer un projet éolien dans une collectivité. Ça s'est très bien passé dans l'ensemble. Il y avait même des gens qui n'étaient pas forcément pour le projet, mais qui sont venus et qui ont participé. Et à la fin, bon, ont donné aussi leurs sentiments. Dire qu'aussi, c'était quand même pas facile, parce qu'on était quand même, si vous regardez bien le calendrier, on était dans une période Covid. Et on a aussi souffert de cette période pour aller encore plus loin dans ce qu'était notre volonté, notre démarche, de faire encore plus participer les habitants. Voilà, après, vous savez, c'est comme tout, vous avez des gens qui sont intéressés et qui veulent participer à ce genre de travaux collectifs pour leur commune. Puis après, vous avez une partie de la population qui sont, j'allais dire, indifférents. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'avis ni pour ni contre. Voilà, c'est un projet qui se fait sur la collectivité, c'est un projet comme d'autres et qui n'ont pas eu forcément d'avis tranché. Donc, non, vraiment, les ateliers se sont plutôt bien passés. Voilà. Ok, merci. J'ai une question pour Sirena. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des projets qui sont devenus des projets plus citoyens alors que le développeur avait déjà signé des promesses de bail avec des propriétaires? Peut-on encore négocier un projet avec co-développement alors que le développeur s'est déjà réservé le terrain? Très bonne question. Vincent, peut-être tu auras plus de retours à ma connaissance. Sylvain en a parlé, c'est le cas type. On avait des promesses de baux faites par des développeurs auprès des agriculteurs et la mairie d'Andilly a décidé de mettre en place un cahier des charges avec un AMI dessus. Tant qu'on n'a pas signé les autorisations, ils ne peuvent rien faire de toute façon. Donc tout est possible. Après justement d'avoir un temps d'information auprès de la collectivité par Sirena ou autre sur le développement de projets citoyens et à ce moment-là, et par les générateurs évidemment, pour après remettre en ordre de marche une pratique et un développement qui va pouvoir être ouvert sur l'ensemble des parties prenantes territoriales et valoriser après derrière les retombées et la gouvernance pour le territoire. Voilà. Donc tout est encore possible, même s'il y a déjà des promesses de baux, ce ne sont que des promesses. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question? Je crois. Voilà, moi j'ai fait le tour des questions sur le fil de discussion. Je pense qu'on a aussi fait le tour des questions qui ont été posées en amont. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut du coup clôturer ce webinaire. On va remercier Bertrand qui a dû partir pour son assemblée générale justement de la COPEC, remercier Sylvain Fagot, donc le maire, remercier aussi toute la dynamique citoyenne qu'il y a eu sur ce territoire-là et qui a permis justement ce beau projet très communiqué, et puis remercier l'ensemble des générateurs pour continuer à valoriser ces travaux, les échanger et faire en sorte que les collectivités puissent être maîtres de leur projet au maximum et s'appuyer justement sur des démarches telles que celle-ci pour avoir les bonnes informations. Donc on continuera, nous, à être le relais. On va reprendre, on va faire un peu de montage
pour remettre le son en face des bonnes images des slides et on pourra mettre le PPT, la petite vidéo, la web série sur les différents sites des générateurs. Comme ça, ce sera peut-être plus facile pour les spectateurs ou en tous les cas les intéressés de comprendre avec des slides qui correspondent. Petite erreur technique, on en est désolé, mais en tous les cas, merci beaucoup et à très bientôt pour le numéro 9.